petit mot du plaisir que j'ai à recevoir Fred Vargas. Un grand nombre d'entre vous êtes des lecteurs de Fred Vargas. Et lorsqu'on a plongé une fois dans un livre de Fred Vargas, on les achète tous parce que c'est comme ça. C'est une addiction, c'est une drogue. Et pour une fois, c'est une addiction pour de bonnes raisons. C'est parce que l'écriture, l'imagination, la générosité, parce que ce que j'aime dans les romans de Fred Vargas, c'est que les personnages valent la peine. Je veux dire, ils sont extrêmement généreux pour la plupart d'entre eux, extrêmement imaginatifs pour ceux qui sont plutôt les vilains, et l'auteur lui-même est plein de ressources et pleine de fantastique, puisque c'est à peu près un des seuls exemples qu'on connaisse d'auteurs de romans policiers fantastiques. Alors pourquoi j'ai voulu vous dire un petit mot ? C'est parce que Fred Vargas déteste l'exercice que nous allons lui faire faire. Elle déteste s'exprimer en public, elle est assez timide par nature. Alors moi je la connais depuis très longtemps, je la connais depuis les années 80, et à l'époque elle n'était pas du tout auteure de romans policiers, ou je ne savais pas qu'elle l'était. Elle était archéozoologue. C'est-à-dire, elle travaillait au CNRS sur des chantiers de fouilles. À l'époque, c'était en face du palais de justice. Et elle essayait de comprendre comment la peste s'était répandue. Elle a fait une thèse au CNRS sur la peste. Et donc, son goût, ses recherches, c'est une scientifique, la portait à cela. Et puis après, évidemment, elle a découvert cette partie de sa vocation. À dire vrai, je connaissais déjà la famille, d'abord parce que son frère est un grand historien de la guerre de 14, que vous avez beaucoup entendu ces temps-ci. C'est pas parce que Vargas, c'est pas son vrai nom, c'est son nom de plume. Son vrai nom, c'est Audouin Rousseau. Et moi, je connaissais l'œuvre de son père, qui était un des grands spécialistes du surréalisme français. Et c'est dans les livres de son père, notamment dans un dont je me souviens que j'ai découvert, étudiant en lettres, en Hippocagne ou en Cagne à l'époque, le surréalisme. Donc j'ai une familiarité avec la famille, et puis depuis, nous avons beaucoup échangé, et je veux la remercier spécialement parce que c'est au fond par amitié que Fred Vargas a accepté de venir vous parler de toutes choses. Elle a publié un livre au début des années 80 qui s'appelait à peu près comme ça, Petit traité de toutes les choses de la vie, ou quelque chose comme ça. Et elle a un don infini pour parler de tout, ce qui fait que ça aurait été une grande perte pour nous si on ne l'avait pas un petit peu amicalement forcée à venir avec nous parler. Alors, comme elle est auteure de romans policiers et que le thème de la journée, c'était le bonheur, j'ai mis le bonheur est un polar. Ça gêne pas, ça mange pas de pain, et c'est en tout cas, pour moi, un moyen de vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, comme écrivain et comme femme. Je vous demande d'accueillir Fred Vargas. Qui va être... qui va être interviewé par Jean-François Beige, dont les dernières fonctions étaient président de la presse parlementaire en France, mais qui, en plus, a été ici chef d'agence à Sud-Ouest pendant les années magnifiques ou mirifiques dans lesquelles André Labarrère était à la mairie. Moi, j'étais un jeune homme politique d'opposition, et Jean-François Beige était le très puissant, tout-puissant chef d'agence de Sud-Ouest à Pau. Et donc, Jean-François Beige et Fred Vargas, que je suis heureux d'accueillir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Fred Vargas.
Je suis très... Surtout après le discours de François, très à l'aise. Il faut se dire que nous sommes entre amis et que nous allons avoir un échange que vous allez pouvoir conduire tout à fait. Moi, je serai peut-être là juste en contrepoint. Donc, on va parler de votre univers, de votre parcours. François en a parlé. Ça va ce qu'il a dit sur vous? C'est exact. Non, voilà. pas les compliments. Les dates, voilà. mon travail. Donc, mais j'ai pas cessé mon travail. Je suis restée très longtemps au CNRS. Donc je pense qu'il y a beaucoup de vos lecteurs ici, parce que de toute façon, dans la France entière et à l'étranger, vous avez beaucoup, beaucoup de lecteurs. Et vous savez, ça ne vous accable pas. Non, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà. J'ai déjà lu des interviews de vous, et je sais que c'est une de vos réponses, et je la trouve magnifique. Je préfère celle de Woody Allen. J'ai beaucoup de questions à vos réponses. Voilà. Donc, il faut rappeler pour ceux qui ne seraient pas familiers de votre œuvre et de votre univers qu'il y a aussi eu non seulement des succès en librairie, mais des adaptations télévisées, cinématographiques, notamment par José Dayan avec Jean-Hugues Anglade comme acteur principal avec un tandem étonnant avec Jacques Spiesser. Et ça sans doute, enfin vous nous direz ce que vous en pensez, ça a sans doute apporté un nouveau public à J'en ai aucune idée, je dois dire. Je pose pas la question. Alors aujourd'hui, le thème de ce festival, c'est le bonheur. Ça paraît un peu paradoxal de parce que moi, c'est pas mon meilleur terrain, le bonheur. Oui. Je sais pas pour vous, mais enfin, c'est quand même complexe comme concept. Oui, mais les gens qui vous lisent, ils ont le bonheur de vous lire. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème comme cela? Et donc, est-ce qu'on peut donner du bonheur en racontant des choses un peu sombres? Trash, des fois. Un gars, je l'ai découpé en, je sais pas, 78 morceaux. Voilà. Mais je suis très douce dans la vie. Les polars à la télé, à un moment, je fais je suis obligée de regarder moi je regarde pas, moins de 12 ans, je regarde pas. Je regarde moins de 10. C'est ma limite. Mais est-ce que, lorsque vous dites que vous ne savez pas pourquoi vous êtes mis soudain à écrire des polars, vous avez eu maintenant le temps d'analyser le processus. Est-ce que c'est pas une façon d'aller vers l'autre et de lui raconter la vie qui n'est pas toujours belle? Alors, je vais me permettre de... Je ne voudrais pas organiser le débat à votre place. Non, mais bien sûr. Soit on parle... On n'est pas dans un... On peut parler du sujet, oui. Parce qu'on a un sujet. Alors moi, j'ai toujours été bonne élève et voilà. tout, la fille, comme ça. Je prenais toujours je mettais toujours en avance dans mes devoirs, ce qui fait qu'à la fin de mon cursus au bac, j'étais en avance. Ça m'a servi à rien parce que ça tombait pendant les vacances. C'est complètement idiot. Ma soeur faisait tout à la dernière minute. Bon, moi, je faisais tout à l'avance. Et à la fin, l'avance, ça sert à rien. On tombe dans les vacances. Bon, c'est idiot. Donc, donc, on a un thème à traiter. Le bonheur. Dont j'ai pris connaissance, je dois dire, assez tardivement. Qui est le bonheur est un polar. Donc, paradoxe. Et puis, je sens, vous m'en avez parlé un peu en coulisses, que vous auriez des questions à me poser sur et pourquoi que j'écris, pourquoi je fais ça, et c'est quoi les bêtises que je fais, tout ça. Bon. Un peu plus précis. Oui, non, c'est pour... Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous dites que j'ai peut-être eu le temps de réfléchir pendant toutes ces années. C'est sûr, parce que moi, j'ai été livrée sans touche on-off.
Très embêtant quand vous cherchez le bonheur de ne pas pouvoir éteindre l'appareil ici. Ou quand vous cherchez le sommeil. Bon. Et donc, je réfléchis beaucoup, trop. Le seul moment où je ne réfléchis pas exprès, c'est quand j'écris un roman policier. Peut-être j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai fini vaguement par atteindre certaines idées. Bon, ça fait très longtemps que j'ai fini par comprendre, je m'interrogeais sur cet objet polar, au début pas du tout. Au début, rien du tout. J'ai écrit un polar pour m'amuser, je voulais en faire qu'un seul, basta, on passe à la suite. En fait, je voulais faire de l'accordéon, bon. Mais j'étais quand même déjà archéozoologue, donc... Et je me suis dit, bon, au lieu de choisir le mauvais garçon de l'orchestre, l'accordéon, c'est vachement difficile à jouer parce que vous ne voyez pas vos doigts quand même. Hein. Comme j'étais nulle en musique, mais enfin j'ai quand même insisté 10 ans, je me suis dit, je vais prendre le mauvais garçon de la littérature, ça me va très bien, caché, voilà. Donc on peut... Donc, au début, je n'ai pas réfléchi, mais finalement cet objet polar... qui n'a toujours pas sa place dans la littérature, hein, on est bien d'accord. On ne va pas remettre un prix littéraire à un polar. Oh là là, la France intellectuelle se dresserait. Mais en même temps, c'est absolument pas un objet écrit comme les autres. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette addiction au polar? C'est quoi ce truc? Ça rime à quoi? Parce que j'essaie quand même de lutter contre le dénigrement. C'est vachement difficile à écrire. Hein. Vas-y, au début, je ne savais pas. Hein. Alors, facile. Hop, je l'ai torché comme ça, il est nul. Ben oui. Donc, j'ai réfléchi quand même à cette question. Pourquoi le polar, disons déjà, donnait du plaisir? Sans rentrer dans le dénigrement qui consiste à dire parce que c'est une connerie, c'est tout. Alors, pendant ce temps-là, on lit une bêtise, on ne réfléchit pas. Il y a des gens qui disent c'est encore plus stupide qu'un mot croisé, c'est le roman de gare, comme il s'appelle. Moi, je trouve ça très bien d'être dans les gares, ça me plaît très bien. Dénigrer comme, allez, je me fais une petite bêtise. D'ailleurs, même moi, comme j'en lis beaucoup, je lis autre chose. La fille qui essaye de... Je lis autre chose, mais j'en lis beaucoup. Dit, qu'est-ce que tu as emmené pour le livre, pour le train? Non, rien, c'est une connerie. C'est un peu là. Et tout le monde dit ça. Je connais même des gens qui couvrent la couverture avec un papier craft, hein, parce que, bon, quand même, on ne sait pas qui on peut rencontrer. Bon. Donc, dans la défense du polar, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que cet objet-là. Et là, paradoxalement, je me suis rendu compte que le polar apportait, pour des raisons que j'ai analysées, je ne sais pas si mon analyse est juste, mais elle ne me semble pas trop casse-gueule, apportait un plaisir archaïque, fondamental, vital, nécessaire. J'y vais pas par là, avec le dos de la cuillère. Hein. Non, mais franchement. Mais si on parle donc, le bonheur est un polar, ça va être un peu un télo. J'en ai pour 10 minutes, on va un peu s'emmerder, c'est ça, en parlant du bonheur. Il est là le paradoxe. Je crois pas du tout qu'on se. Non, ça va être un télo. Je le sais parce que j'ai une citation d'Aristote dans ma poche. J'ai jamais lu une seule citation de ma vie en public. Alors, je vais la chercher, ce sera comme Colombo. Où est-ce que j'ai foutu tout le monde est d'accord pour que Fred Vargas... Ou alors on rigole parce que comme je n'ai pas les réponses à vos questions sur moi-même, là on se marre. Est d'accord pour qu'elle nous dise vraiment, peut-être en 9 minutes et demie, pourquoi le bonheur peut être dans le polar? Il est, enfin, pas tous les bonheurs. Je ne sais pas si vous connaissez. On commence par le truc un petit peu intello, le début de cours, vous sortez les cahiers, on note, tout le monde suit, craque, et puis ensuite, on s'amusera plus, on passera un petit moment de bonheur. Mais là, pour parler du bonheur, on va passer un petit moment d'ennui. Voilà. Mais pour ça, il faut un consensus, comme on dit. Oui, alors un consensus numérique. Oui, bon. Répondez. Je vais prendre vos textos pour voir si j'ai le consensus. Oui, il me semble qu'il y a un consensus numérique. Oui. Je dirais 87,5%. 5%. Il y a des gens qui veulent rire tout de suite, c'est ça en fait. Ils ne veulent pas prendre les notes. Bon, allez, j'y vais. On se tape cette partie. Non, mais ça fait longtemps que j'ai élaboré cette théorie. Bon, elle est ce qu'elle est. Parce que je me posais des questions, cette addiction que je connais moi-même,
que j'ai démarré dans mon âge tendre à 13 ans, en même temps que mon père, dont vous a parlé brièvement François. Je le remercie. Il m'obligeait à lire Nerval à l'âge de 13 ans. Baudelaire encore, on y arrive, mais Nerval, à l'âge de 12-13 ans, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, etc. Ma fille, qu'est-ce que t'en penses? Et en douce, bon, je m'attrapais le temple du soleil, Tintin, qu'il aimait aussi quand même. Et en douce, parce que chez les surréalistes, ça ne se faisait pas du tout, mais plus mauvais genre, plus tu vas... Alors la phrase de papa, là, je suis obligée de citer, tu vas devenir con. En douce, une de ses amies, fort intelligente d'ailleurs, de mon père, me passait des polars. Bon, un jour, il m'a surprise en train de les lire au-delà de l'heure admise pour l'extinction des feux. Le lendemain, il m'a dit, viens ma fille, nous avons en parlé, bon, etc. Et... on dit que si tu en lis trop, bon, c'est comme on dit, si tu bois trop, si tu fumes trop, le cerveau, il va. C'est vrai que le polar ne fait pas réfléchir. Le polar ne donne pas à penser. C'est pas Flaubert, c'est pas Malcolm Lowry, c'est pas Hemingway. Ça met pas en route toute la machine intellectuelle. Premier avantage et première critique que cette passivité dans laquelle on est. Bon, tout le monde a bien noté le nom passivité, hein, c'est important. Hein. On fout rien quand on lit un polar. On suit. On suit, et ce ne sont pas des situations qui mettent en route. Bon, j'ai déjà dit, je ne recommence pas. J'ai tendance à parler en 9 minutes et demie. Ok. Et donc, alors, j'ai réfléchi, je vous le fais vite, donc si vous n'avez pas compris, vous me dites. Si vous examinez un roman policier, il y a un gars, prenons un détective et tout, un flic, un détective, un privé, si c'est pour les États-Unis ou c'est plus du roman noir. Bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans les genres. Bon, encore que là, quand je parle du polar, je parle bien, pour la question du bonheur, du roman à énigme, avec une résolution finale, et pas du roman noir. Ce sont quand même deux branches très différentes du polar. Donc, il y a un gars, personne ne l'a sonné, il y a un criminel horrible qui a fait ci, qui a fait ça. Et bon, allez, hop, son boulot, c'est de l'attraper. On ne se demande pas pourquoi ni comment, pourquoi c'est lui d'ailleurs. C'est n'importe quoi parce qu'on sait que la police est sectorisée. Donc, un flic du 5e arrondissement ne va pas se mettre à courir après un meurtrier qui dévaste les rues de Pau. Je dis Pau, c'est un nom qui me vient comme ça à l'idée. Bon, non, on ne sait pas, on s'en fout complètement. Il y a un gars qui part, on ne demande pas que ce soit logique, rationnel, conforme à l'administration. Il part, il va chercher le meurtrier. Le chemin doit être long et complexe, jonché d'obstacles et de fausses pistes. Parce que c'est là où vous apercevez, on se dit, bon, première idée simple, le polar, ça fait du bien parce qu'on a une énigme, on comprend, on dit, ben, qui c'est qui l'a tué ? Et puis c'est résolu, donc on est content de trouver, c'est comme un casse-tête chinois, on est quand même content de trouver je ne parle pas du Rubik's Cube, laissez tomber, ça c'est pour enlever du bonheur dans la vie, à mon avis. Hein. Surtout quand votre propre fils de 6 ans sait le faire, quoi, ça énerve. Hein. Bon, voilà, alors bon, hop, pas de Rubik's Cube à la maison, ça énerve tout le monde. Bon. Donc on est content, on croit, voilà, le polar se fait plaisir parce qu'il y avait un problème et il est résolu. Pas du tout, parce que s'il est résolu à la page 10, ben oui, c'est une résolution. On l'a trouvé, voilà, c'est lui. Ah ben le lecteur, admettons que ce soit une nouvelle, pauvre, c'est résolu tout de suite et tout. Ben, c'est frustrant, c'est horrible. Non, ce qui compte, c'est qu'entre la décision de résoudre et la solution finale, il y a une longue quête. Difficile, casse-gueule, avec des échecs, si c'était lui, c'est-à-dire qu'on est face à 12 chemins possibles, on ne sait pas, le lecteur est paumé, tout le monde est paumé, l'auteur aussi. Des fois, je me suis retrouvée dans une piste, enfin plein de... Bon, voilà. Je dis, merde, je me suis pris les pieds dans mon propre... Ça ne peut pas être lui, puisque lui, j'avais... Bon, c'est pas facile à faire, hein, ça énerve, c'est un peu un Rubik's Cube aussi. Non, c'est bien à lire, mais à faire... Donc, il y a notez bien, en fait, je suis sérieuse, il y a cette nécessité d'un chemin long,
voire d'un cheminement, dirais-je intellectuellement, pour arriver à la résolution et la capture du coupable dont je vais parler. Je sens que je vais dépasser mon temps. Allez-y. Bon, mais c'est ma théorie perso. Hein. Après, vous en faites sûr. ce que vous voulez, vous la prenez comme un chewing-gum, vous la mettez à la poubelle en rentrant chez vous. C'est pas obligé de m'avertir par lettre. Vous faites ce que vous voulez. Si c'était une simple affaire de résolution, me dis-je in petto, dans mon fort intérieur. Papa me parlait la moitié du temps en latin, donc j'ai quelques restes. Dans mon fort intérieur, in petto, si c'est simplement, on est content, c'est résolu, on a trouvé la solution de l'équation A plus B, tout ça. Ça veut dire que aussi long, maintenant on introduit le cheminement. Tac, on a un cheminement de 400 pages, super, on est content, on en a bavé avec le détective et tout. Et puis tout d'un coup, résolution. Et il arrive un personnage, il arrive une lettre, aux flics, aux détectives, à la personne indépendante qui s'est foutue dans la tête de trouver un meurtrier, d'un gars qui, par exemple, habiterait Pau, je dis Pau comme un... Bon, voilà, et qui avoue, il s'appelle Monsieur Martin, et il avoue, j'espère qu'il n'y a pas trop de Martin à Pau, là. Comme, pas mal. Et qui avoue que c'est lui qui a tué ça, voilà, là, et c'est vrai, il y a toutes les preuves et tout, il envoie son ADN, tout le truc. C'est-à-dire un coupable, c'est le coupable, c'est résolu, que le lecteur ne connaissait pas à peu près depuis le début. Mais c'est un truc à foutre le polar à travers la fenêtre. Ou dans votre poubelle, si vous êtes quelqu'un de modéré, diverses manières de se débarrasser d'un objet ou d'un corps. C'est insupportable, le coupable doit être présenté au lecteur à peu près dès les débuts du livre et doit être présent. Je ne vous raconte pas comment c'est facile de mettre un coupable dans une enquête policière et qu'il y participe. Très simple. Tout à fait une situation ordinaire de la vie, c'est vrai. Les flics qui côtoient l'assassin tous les jours, il est là, salut, tu vas bien, finalement c'était lui. Bon. Vous vous rendez bien compte que si je vous annonce le nom d'un coupable inconnu à la fin du livre, il y a beau avoir résolution, le livre manque totalement son objectif. Donc il faut qu'on ait un chemin. Là, je vais élever le niveau du débat en disant une quête. On sent vers où je vais. Une quête vers l'abolition d'un coupable. Et là, je vais un petit peu élever le niveau de vocabulaire. Vous prenez vos cahiers verts. Un coupable, le meurtrier, représente évidemment un danger vital. Il est symbolique. Il a un danger vital. Il représente un danger vital ou la mort. Grosso modo, ça peut se toucher, pas forcément, mais il est le symbole de la terreur maximale que vit l'être humain, et seulement l'être humain, puisqu'il est doué d'anticipation, de connaissance, etc., dont ne sont pas capables les heureux autres mammifères, et qui n'a jamais vu un chat dormir bien installé sur son coussin en ne sachant pas qu'un jour il mourra, et qui n'a pas envié cet animal, ose lever le doigt. Nous, on est la seule espèce humaine qui... On sait ce qui peut nous advenir au fil de la vie. Pas le chat, je dis pas l'antilope, pas le chien que vous allez croiser dans la vie, la peau, n'importe. Pas le lion, pas tout ça. Non, nous seuls. Grâce à un petit cerveau spécial qu'on a, qui est énorme et qui nous angoisse. Donc on a le polar, c'est la quête d'un, et je change de registre, je dis plus détective, flic, d'un héros ou d'une héroïne. Pour le moment ça marche moins bien, on pourra en parler si on a le temps, je ne voudrais pas passer pour m'enfin. D'un héros au sens strict du terme, c'est-à-dire quelqu'un d'humain mais différent en fait d'un être humain lambda comme moi. Je dis comme moi pour ne pas dire comme vous, parce que je ne veux pas de moi. Il y a peut-être un meurtrier dans la salle, hein, on ne sait pas. Sûrement. Ou un détective, hein, on ne sait pas. D'un héros qui va se mettre en quête pour abolir un danger vital, voire un danger mortel. Pas forcément la même chose. Maintenant, reportons-nous, si vous le voulez bien, à la période médiévale, qui est ma période
de prédilection. Qu'est-ce qu'on trouve dans les grandes histoires? Allez, on a un chevalier, personne ne l'a sonné non plus. C'est un héros. Tac, il y a un dragon, on connaît dès le début, qui hante une forêt, qui détruit les personnes qui s'en approchent. Dans cette forêt, en plus, il y a un château avec une fille dedans, ça n'arrange pas les choses. Lui, il veut y aller, il ne connaît pas la fille. Il doit tuer le dragon. Bon, alors ça, l'histoire du chevalier du dragon, ou de la... Bon, ça, on l'a démultiplié. C'est la même. Pourquoi? Parce que le chevalier, il rentre dans la forêt, et c'est de ces forêts médiévales particulières où il a fait 2 mètres, il se retourne, le cheval hennit un peu, il sue, il n'est pas à son aise, hein, ça le chevalier le sent, il pousse sa bête, il se retourne, et c'est ce qu'on appelle... c'est-à-dire que les végétaux se sont refermés derrière lui, vous avez tous lu ça, et il ne sait même plus d'où il est venu. C'est-à-dire que le retour n'est plus possible. C'est parti, c'est parti. La forêt se referme. Et il doit cheminer à travers ça jusqu'au dragon. Il le trouve, c'est compliqué, il y a plein de chemins, il y a les ronces, il y a des trucs, il y a le cheval, il y a des avertissements, il y a des péripéties diverses. Et il se retrouve face au dragon que, par quelque chance, puisqu'il est un héros, il va abolir, tuer. Après, bon, il va au château, tout ça, et au château, il trouve, les pierres précieuses de la fille. Alors, c'est pas pour mettre le fric avant la fille, c'est un petit peu ce que j'explique souvent, expliqué avant dans les lycées. Ça veut pas dire l'argent compte plus que l'amour. C'est au Moyen-Âge, les pierres précieuses étaient symboles de... Vous vous souvenez de ces contes où il y a la méchante, il y en a plein, où il y a la méchante sœur. Je ne sais pas si on va avoir le temps en 1 heure, hein, moi je ne vois pas. Ouais. Je vous propose qu'on pique sur la signature, parce que là, moi, les signatures, ça m'angoisse. Et vous savez, la méchante sœur qui crache des crapauds, des serpents, des machins, puis il y a la gentille, qui généralement, d'ailleurs, bon, c'est Jean-Cul Cendrillon, c'est le même mot. Quand elle parle, c'est des roses, des fleurs, des bijoux, des pierres précieuses qui sortent. C'est pas qu'elle crache de la thune comme ça, hein, comme sous le sabot d'un cheval, comme on dit. C'est la représentation symbolique de la bonté pour les fleurs, etc., et pour les pierres précieuses, de la connaissance. Connaissance qui amène à la sagesse, qui éventuellement pourrait nous amener au bonheur. Moi, vous apercevez que quand je parle, il sort rien. Bon. Et pourquoi donc, le chevalier, il découvre en fait d'abord la connaissance. C'est pour ça. Non, mais failli me couper, c'est dingue. Il est animateur, je veux bien, mais. Mais pourquoi? Non, c'est son boulot, mais je n'ai pas le temps de finir mes phrases. Ma phrase, que j'ai commencé comme Proust il y a 20 minutes. Pourquoi ce chevalier, qui est à Damsberg, pourquoi il est berné? Ça m'inquiète. Ah là, il revient sur moi. Alors qu'on était là dans une exploration, j'ai pas fini, il faut que je passe par l'Antiquité, après j'arrête, j'ai fini sur le bonheur. Je suis un peu géocentré. C'est une intrigue. Ça vous plaît pas, ma théorie? C'est une énigme locale. Ça me passionne. On va en découdre après. Oui. Non, mais vous me dites si ça vous embête ce que j'explique là. Mais oui. Bon, bref, il découvre 2 clés du bonheur, en fait. Parce que c'est pas je vous ai posé cette question pour pas que vous oubliez de répondre à cette petite énigme. Non. Voilà, c'est tout. Mais comme je n'ai pas de réponse à cette question, bon, Béarnais, je faisais au pif, mais François il m'a mis dans le droit chemin parce que je faisais des descriptions. Oula, ça allait pas. François, pardon. Monsieur le maire. Il vient de... Herr Burgmeister. Bon, donc j'ai commencé... Bon, alors... Surtout que je ne connais pas la montagne, moi. Alors, bon. Donc il trouve, dans ces contes, ces légendes, ou ces grands gestes médiévales, là je suis embêtée parce que je suis féminin, donc il abolit le danger vital mortel qu'est le dragon, puis il trouve la connaissance, puis avec la femme, il ne trouve pas juste le moyen d'assouvir un désir que je ne nommerai pas. Il trouve, au Moyen-Âge, ça c'est la représentation apollonienne, et hop, je fais mon petit lien avec l'époque antique, il trouve l'harmonie. Yin-yang, mâle-femelle, etc. On peut faire mâle-mâle aussi, femelle-femelle, moi je m'en fous personnellement. Vous voyez, donc d'autres clés de sagesse, d'harmonie, de sérénité, de bonheur, etc., qui, entre nous soit dit, sont quand même éphémères néanmoins. Bon, sauf la connaissance. À l'époque antique, on recule de 2000 ans,
qu'est-ce qu'on trouve comme grandes histoires? Il y en a. Les mythes grecs, on sort de là. Hein. Bon, alors l'époque antique, autant le monde médiéval est un monde végétal, autant le monde antique est un monde minéral. On sent bien l'archéologue qui emmerde tout le monde, là, moi. Donc prenons, voilà, Thésée qui arrive, personne ne l'a sonné, il arrive devant le labyrinthe, il doit aller tuer le Minotaure qui est en plein milieu. Donc le labyrinthe. Alors quand vous comparez le système des fausses pistes, où on se perd, avec le labyrinthe que doit parcourir le héros pour aller tuer le danger vital qui est en plein centre, ou à la fin, disons, de son chemin, vous voyez bien quand même le rapport, soyez gentil, avec un roman policier. Bon, alors lui, il est dépanné par Ariane, hein, avec le fil. Mais on retrouve ce fil dans plein de romans policiers, vous verrez, il avait perdu le fil de l'enquête, le fil rouge, le fil de l'enquête, etc. C'est le fil d'Ariane. Ben oui. Bon, dans les contes médiévaux ou plus tardifs, le petit poussé, il met son fil là. Bon, là, la connerie, ça a été la deuxième fois de mettre des miettes de pain, hein, c'est sûr. Il faut plutôt se fier aux cailloux. Hein. Bon, alors, cailloux, tac, minéral, le labyrinthe. Même chose, ça dure, fausse piste, erreur possible, impasse, l'impasse, quand le flic est en impasse, qu'on ne trouve pas, qu'on se heurte à un mur, tout ça c'est déjà là dans le mythe, par exemple, de Thésée. Bon, et crac, il tue le Minotaure. Mi-homme, mi-bête, très important. Mi-homme, mi-bête, il est d'ailleurs issu de l'accouplement d'un homme et d'une bête. C'est plus les hommes qui sautent sur les bêtes que le contraire. Mais ça arrive quand même. Hein. J'ai entendu dire. Mi-homme, mi-bête, on repart sur le roman policier. Alors, oui, il n'est pas content. Hein. On repart sur, il n'avait qu'à pas m'inviter, François, il le sait comment je parle. On repart sur le roman policier. Notez bien dans les journaux, dès qu'il y a un assassin, un meurtrier, etc., à combien le vocabulaire pour le décrire, on ne le connaît pas encore, hein, se bestialise. C'est-à-dire qu'on dit la brutalité d'un animal, il a sauvagement tué, cette bête folle furieuse parcourt les rues du 11e, etc. Vous noterez maintenant, vous verrez combien, quand il s'agit d'un meurtrier, le vocabulaire animal, de notre part animal, puisque j'ai le regret de vous dire que comme on n'est pas du minéral et comme on n'est pas du végétal, on est des animaux. Notre part animale est particulièrement mise en avant dans son côté, alors que les animaux sont 1000 fois moins cruels que nous, bien sûr, mais enfin bon, mise en avant là-dedans. Comme par hasard, le Minotaure, le dragon, le ceci, la bête. Et l'assassin, c'est la bête. Hein, il se comportait... l'assassin, il rentre, il marche toujours dans les mauvais polars avec une démarche féline. Je ne sais pas si vous avez... Hein, il secoue sa crinière de cheveux, tout ça. Notez ça dans les polars des années 50, c'est très frappant. Donc moi, je vais conclure. Aristote appelait ça la catharsis. Alors c'est là que je cherche mon papier tel Colombo. La catharsis, elle est définie depuis la nuit des temps, parce que je suis absolument convaincue que là, on n'est plus du tout dans l'ère numérique, on est à l'opposé, on est dans l'archaïsme. Je pense que le roman policier fait partie de l'arme de la littérature, en tout cas de la narration, parce que s'il est écrit comme avec les pieds, on ne marche pas. Hein. On ne fonctionne pas, on s'endort avant. Donc il faut quand même faire un petit effort pour porter les personnages et la langue, hein, quand même. Mais depuis, je pense qu'à l'époque préhistorique, les premiers arts de ces gars qui se gelaient complètement à l'époque glaciaire sur le seuil des grottes avec un petit feu et qui prenaient quand même le temps de peindre sur les parois, comme quoi l'art est une nécessité et non point un luxe. Moi, c'est un autre sujet. Bon, d'accord, c'est vrai, je reconnais. Les premiers arts des hommes préhistoriques, il y a ceux qu'on connaît, bon, comme la peinture, je pense qu'il y avait la poésie, le chant, le rythme, et se raconter des histoires pour se donner le courage de vivre, de continuer à vivre, alors qu'on sait qu'on va claquer. Et je pense que ces histoires étaient des histoires du type que je viens d'écrire, c'est-à-dire la lutte contre un danger vital qu'on définit, qui est symbolique. Voilà, vous avez un problème dans la vie, vous endormez pas, vous en lisez un dans un polar, il est résolu, le danger vital est mort, crac, vous endormez. Voilà la phrase d'Aristote. J'ai trouvé le papier, hein, je suis plus organisée que Colombo, mais lui, il fait semblant. Il était grand, Peter Falk, quand même.
Alors là, il parle de la musique, mais plus tard, j'aurais pu vous trouver des situations où on parle aussi du théâtre, d'une œuvre narrative, d'une histoire, etc. Puis après ça, vous allez comprendre pourquoi le polar n'est pas seulement un bonheur. À mon avis, c'est surtout un objet de sauvegarde. Donc comme ça, vous allez lire ça. Après ça, on se dira, ben, c'est plus la peine de faire les 3 jours, puisque maintenant on sait qu'en lisant un polar tous les 2 jours, c'est bon. Non, mais c'est vrai, on va pas non plus... Hein. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une addiction, parce que le plaisir est une addiction. Aristote, oh, on est loin. Hein. C'est la première fois, excusez-moi, que je lis la phrase, mais franchement, là, j'ai pas eu le temps de la mémoriser. Hein. Bon, je l'ai recherchée vite fait, toc, la voilà. Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu recours aux mélodies, mélodies, théâtre, narration, polar, d'accord, hein, bon, alors, aux mélodies qui transportent l'âme hors d'elle-même. Notez bien comme combien, avec un roman policier, vous dites, j'en ai ras le bol, moi je me casse avec un roman policier. On ne peut pas faire avec un roman de type, disons, normal. Avec un roman policier, hop, on se bascule dans un autre monde, clairement, hors d'elle-même. Remises d'aplomb, donc quand elles ont eu recours à ces mélodies, sont remises d'aplomb, droit, comme si elles avaient pris un remède ou une purgation. C'est à ce même traitement, dès lors, il est très médecin, zoologue hein, aussi Aristote, pas seulement philosophe, c'est à ce même traitement dès lors que doivent être nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont enclins à la terreur, et tous les autres qui, d'une façon générale, sont sous l'empire d'une émotion quelconque. Je crois que ça nous englobe. Et pour tous, il se produit alors une certaine purgation et un allègement accompagné de plaisir. Et ben voilà. Pourquoi ? Parce qu'on s'est identifié au héros. Je pourrais vous expliquer en quoi, à travers des tas d'exemples, en quoi les personnages, le personnage principal, celui qui cherche, que ce soit Sherlock Holmes pour les plus connus, Hercule Poirot, etc., à quel point on voit très bien que c'est des héros. Le héros est un humain surhumain, il a généralement une faille, comme le talon d'Achille, beaucoup sur les pieds hein, chez les Grecs. Jason qui perd sa sandale, Oedipe qui est estropié par son père, abandonné bébé, et donc Achille et son talon. Il peut toujours se casser la gueule, le héros. Hein. Non, c'est un héros, mais il a toujours une faille. Sherlock, l'héroïne, Poirot, c'était pas évident. Et souvent, dans les romans actuels, ce truc qui ment, alors la solitude, sauf le cas de Simenon, donc de Maigret, on pourra en discuter, mais je reconnais, c'est un petit peu un autre sujet, est en couple. Mais normalement, un héros, ça passe pas acheter les jambons à 7h du soir. Hein. Non. Ça casse l'image. Ça casse l'image. Donc c'est la seule exception. Et je ne sais pas s'il est un héros. Et je ne sais pas, d'ailleurs, si un livre de Simenon apporte un allègement. Moi, pour moi, non. C'est toi, François? Ah bon, t'es d'accord? Son héros n'est pas un héros. Cette faiblesse, cette faille, en tout cas cette chose très particulière qu'il porte avec lui et qui montre qu'il n'est point un être humain comme moi et vous, est souvent remplacée par un ensemble de maniaqueries. Nero Wolf qui est là, on ne peut pas le déranger tant qu'il n'a pas fini de s'occuper de ses... Quelle plante il fait poudre? Ses orchidées, pardon. Ces orchidées, c'est le papier qui me pique, pardon, c'est pour ça. Mettre là. Prenez Poirot, le maniaque des maniaques. Donc les maniaqueries, en fait, il faut que ça soit droit, il faut que ça sarre sa moustache, tac, tac, sa bouteille ici, là, les deux là, tac, tac. Ces maniaqueries forment un ensemble, en fait, d'anomalies. De anomalies, on va à anormalité, tac, tac, c'est un héros, on les reconnaît. Mais j'étais très intéressée par cette affaire de problème puisque là, on est vraiment à l'inverse de tout à l'heure de l'avenir du numérique. Est-ce qu'on tiendra compte encore de l'héritage invraisemblable qu'on tient quand même de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc., sans lequel on ne pourra pas vivre. Attention.
le passé n'appartient pas au passé. Le passé appartient aussi au bonheur de demain. Enfin bon, tous les archéologues disent ça, mais ils défendent leur fonds de commerce. Je me suis dit, comment ça se fait qu'Agatha Christie n'a pas, à part les maniaqueries obsessionnelles, n'a pas donné une faille sur une jambe de son détective. Et alors j'étais contente parce que ça, c'est une résolution. J'ai repris, c'était il y a 3 ans, ça m'énervait, et j'ai repris son tout premier roman, La mystérieuse affaire de Styles. Et à la page 20, bon, donc Poirot, il est là, dans le coin, parce qu'il fait partie des réfugiés belges de la guerre de 14. Il s'est fait blesser au genou. Il est estropié, il boite. Et son ami Hastings, qui est déjà là, est désolé, qu'il avait connu avant, est désolé de voir qu'à présent où il n'est plus policier et où il va commencer avec cette affaire, sa première affaire de détective solitaire, il le commence boiteux. Alors là, quand je suis tombée là-dessus, parce que quand vous avez la preuve après, c'est sympa. Petit moment de bonheur, qui est toujours éphémère, hein, mais il faut mettre dans son petit panier le bonheur, et protéger. Le bonheur s'oublie beaucoup plus vite que le chagrin, comme on le sait. Et voilà. Et ensuite, comme elle était très, en fait, on ne se rend pas compte, pénétrée de l'inconscient collectif, de ces choses qui nous ont nourris depuis des milliers d'années et qui continuent à nous nourrir parce qu'on reste quand même, quel que soit le numérique, l'être ancien, qu'on a toujours été avec les mêmes peurs, avec les mêmes terreurs, avec le même désir de les annihiler soir après soir, de les détruire, de les vaincre, etc. Et ça, c'est pas une montre Google qui en nous disant marche 35 mètres de plus, aujourd'hui, ça va nous paniquer plus que... Non, dans ce cas-là, arrêtez-vous tout de suite. Achetez un roman policier et jetez la montre, hein, vous irez mieux. Parce qu'une fois que vous identifiant au héros, vous aurez anéanti le danger vital de façon provisoire, ce qui vous oblige, c'est excellent pour les auteurs, à racheter un roman policier 2 jours après, bien sûr, parce qu'il faut recommencer, il faut entretenir cette machine. Et moi, donc, ça donne, en fait, après un roman policier, on a plus d'énergie. Pourquoi ? Parce que la terreur, la peur, l'émotion, comme écrit Aristote, l'émotion, il parle bien de crainte et de terreur, hein, l'émotion qui nous paralyse, par le spectacle, par la lecture et l'identification héros et le spectacle de la destruction, s'est transformée, l'émotion s'est transformée en pensée. Et penser sur le mal et penser sur la mort, c'est beaucoup plus calme que être terrorisé par. C'est pas une émotion, c'est une prise de pouvoir sûre par le biais de la pensée. Et à ce moment-là, ça donne l'énergie, dit tiens, moi je vais pousser jusqu'à la pharmacie à 800 mètres, j'ai le courage, vous avez plus de courage, plus d'énergie, plus de... J'en veux pour preuve, bon, j'ai d'innombrables lettres de lecteurs qui me disent « Ah, ça m'a redonné du courage, du coup, j'en pouvais plus. » J'en pouvais plus, donc j'ai lu des romans policiers. Ben oui. Et finalement, ça m'a donné le courage, j'ai fait la liste des petites annonces, j'ai trouvé un travail, j'habite à Toulouse maintenant. Ben, je dis « C'est super. » Et il y a une femme, ça c'est le plus joli, qui m'a écrit un jour que son psychiatre lui a dit un jour « J'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. » On a tout essayé, du déroxate à l'effexode, je les connais bien en plus. On a tout essayé, je vous fais une autre ordonnance. Et quand il lui a tendu l'ordonnance, je ne vous dis pas ça pour moi parce que là j'ai honte, mais c'est drôle quoi. Il avait mis une dizaine de titres de mes polars. Tous. Je sais pas, il devait venir se faire la série, je ne sais pas, tac. Il lui a attendu. Il a dit vous partez en vacances 15 jours et quand vous revenez, vous avez lu tout ça. Elle m'a envoyé une lettre, la fille a pété le feu. Hein. Bon, alors évidemment, il faut recommencer, il faut les oublier, il faut recommencer, il faut en acheter d'autres et tout. Bien sûr, on retombe dans les émotions du cerveau limbique avant de retomber dans la raison du cerveau cortical. Mais j'ai des connaissances quand même. Je ne dis pas que des bêtises. Bravo. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si ça vous a... C'est génial, c'est génial. Après vous avoir entendu, on n'aura plus du tout envie de dire à quelqu'un, mais tu devrais lire un livre léger, un livre... C'est pas léger du tout. Ça ne soigne pas, en fait.
Non, c'est pas les livres légers qui... En fait, voilà. On dit que les romans policiers sont des livres légers, c'est rigolo, c'est une connerie, tout. Ouais. C'est des livres très lourds voilà. de ces millénaires passés à essayer par, j'ai oublié de dire le mot, de ce que décrit Aristote, c'est donc la fameuse catharsis qui, par le biais d'une triangulation, nous débarrasse momentanément de nos fantasmes et tout, et nous donne du bonheur parce que ça nous redonne de la force, de l'énergie, du courage qui nous manque quand, etc. Donc c'est lourd en fait, c'est une littérature archaïque et résolutive. Et pourquoi Damsberg vient de la vallée d'Ossau? On rigole en plus. Ouais, vous voulez que j'anime? Non, pourquoi vient-il de la vallée d'Ossau? Pourquoi quoi? Pourquoi il est? Pourquoi ces références ne vous en tirez pas en disant je ne sais pas pourquoi. Ok, je m'en tire pas. Pourquoi il y a toujours des références au Béarn de temps en temps comme ça. Bon alors, quand j'ai créé Adamsberg, je me souviens, pour des raisons inconnues, mais peut-être que ces histoires d'inconscient collectif que trimballent les mythes, les légendes, etc., peut-être qu'un auteur de polar, il les trimballe aussi. Et je me dis, pour me rassurer, peut-être que le fait que c'est pas moi qui écris les histoires, mais j'écris ce que l'histoire me demande d'écrire, ça en fait un peu partie. C'est pour ça que j'ai pas de réponse à vos questions, que j'ai des questions à vos réponses. Et donc, Adamsberg... ça m'embêtait qu'ils viennent d'un coin que je connaisse, je sais pas, parce qu'il n'aurait pas été héroïcisé, du coup, moi, il me fallait un paysage que je connaisse pas, que je puisse... Mais à cette époque, j'avais pas des théories comme ça, fumeuses, comme je viens de vous dire. Hein. J'étais encore un pied sur le nez, sortait du lait, ça m'arrive encore. Heureusement, ça fait partie des petits bonheurs aussi, truc qu'on sait pas. Ben, c'est marrant. Mais non, parce que quand on sait tout, on s'ennuie. Et l'ennui... Ce que j'ai écrit dans Petit traité de toute vérité sur l'existence est un ennemi mortel, méfiez-vous-en. Donc, c'est pas le sujet, je reconnais, on en fera une autre là-dessus. Bon, c'est pas le sujet. Donc, je me suis dit la montagne. Alors, bon, la montagne, je connais pas. Moi, je viens de la Normandie plate, vous voyez, celle avec les pommiers couchés, les vaches en dessous. L'étiquette de camembert, je me dis non, je ne le fais pas venir de là. Et donc, j'avais envie d'une montagne. Alors, je me suis dit, alors les Alpes, j'avais vu une fois, plusieurs fois, à cause de mon ami et frère Marc Duguin, qui est ici présent et que vous entendrez demain, parce qu'on allait voir à Grenoble, et on s'échappait dans la montagne, etc. Oui, parce qu'on allait se voir tout le temps. Bon, non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le sujet. Et donc, je me dis, non, celle-là, je la connais un peu, donc ça va m'être un peu ordinaire. Donc, je me suis dit, bah, très logiquement, je vais parler d'un coin que je ne connais absolument pas. Donc, j'ai décidé de le faire pyrénéen. Et tant qu'à faire, étant médiéviste et tout, vraiment pyrénéen. Bon, le royaume de Navarre. Vous savez qu'aucun roi de France ne rentrait, enfin peut-être votre mère vous l'a déjà dit, oui. Ne rentrait en royaume de Navarre que épée basse. Et jamais l'épée dressée ou au flanc, non, épée basse. C'est très beau comme image, c'est très beau. C'est archaïque, c'est pas numérique, c'est beaucoup plus beau qu'une Google Glass. Je suis pas réac en plus comme fille. Moi je suis de la gauche gauchérante, je préfère vous le dire, hein. Et François le sait. Hein. Ah ouais, il le sait. Il le sait. Il n'a rien essayé de faire pour me soigner, rien du tout. Pas Fred, tu devrais... Non, rien, il m'a laissé comme ça, dans ma gauche de la gauchérante. Je sais aussi où il est, je situe. Ça ne nous empêche pas de bien s'amuser quand même. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin du numérique pour faire des grandes... associations d'esprit aussi. Bon, non, c'est pas le sujet. Donc, j'ai foutu dans les Pyrénées. C'est vrai que j'étais un peu, comment dire, un petit peu embêtée au contour. J'essaye d'éviter les gros mots, c'est filmé, c'est l'horreur. Embêtée, ça veut rien dire. J'étais très emmerdée des fois au contour parce que les Pyrénées, moi, je voyais pas ça comme ça du tout. Et un jour, c'est vrai que François m'a dit, bon, ça va être n'importe quoi, je te montre, j'étais à un festival littéraire à Pau et avec deux potes, il nous a emmenés pour que je vois un peu à quoi ça ressemblait, quoi, la montagne des Pyrénées. Il m'a dit, ça n'a rien à voir. Hein.
Ah ben voilà. Non, c'est vrai, on sert l'objet. Non, mais ça, c'est la vie des choses. Je l'ai expliqué dans un roman. Hein, si vous perdez un bouchon de bouteille, il ne tombe pas par terre au sol de la cuisine. Il va sous le fin fond du frigidaire. C'est parce que les choses, dès qu'elles vous échappent, elles repartent à la vie sauvage. Ça s'appelle du marronnage. Chez les mouflons, chez les porcs qui retournent sangliers, c'est le marronnage des objets. Et cette bouteille, à mon avis, elle est un petit peu en révolte. Oui, alors donc les Pyrénées, parce que je ne connaissais pas, et ça me paraissait plus héroïque d'être des Pyrénées, et puis entrer dans les Pyrénées épais basses, je trouvais ça grand. Alors je lui dis, sera... Et alors avec ça, je lui ai collé un nom moitié chrétien, moitié juif. Bon, ça je reconnais. Oui, c'est un peu comme si un Alsacien s'appelait Bordenave. Jean-Baptiste. Bon, c'est quand même le baptiseur. Je m'en suis aperçu qu'après. Adamsberg, c'est très juif. Moi, je suis d'aucune religion ni rien. Ça, François le sait. Hein. Ouais. Bah ouais. Ah bah chez les enfants de surréalistes, on est foutus. Hein. Il n'a jamais essayé de me... Et moi non plus, n'ai jamais essayé de... Ah. Et donc, je me suis retrouvée avec un nom hallucinant. Mais les héros ont des noms hallucinants parce que s'ils s'appellent d'un nom bien français, genre Audouin, et encore, c'est de l'origine germanique, Martineau, je sais pas, on le sent pas. On le sent pas. Ouais, tu le connais, le détective Martineau. Et pourquoi elle l'a appelé Poirot, son détective ? Qui est un nom nul, quoi, pour un héros. Je dis pas qu'il faut prendre un nom tout de suite avec la fanfare et tout, mais un nom qui nous semble étrange, qui nous semble pas tout à fait comme nos noms, puisqu'il doit être décalé par rapport à nous-mêmes. Alors Poirot, bon, Hercule, elle est pas bête, Agatha Christie. Hercule, les 12 travaux d'Hercule et tout, elle savait très bien quelle part de mythologie il y avait dans les polars aussi, elle ne le savait pas, bravo. Hercule. Et son frère s'appelle Achille. Une coïncidence. Poirot. Alors pour nous, les Français, on est embêtés avec ce Poirot, mais pour elle, l'anglaise, c'est comme si on l'avait appelée Lawrenson ou quelque chose de classe, quoi, chic. Et pour elle, c'était chic. Et c'est pour ça qu'elle lui a donné ce nom ringard à fond. Donc Adamsberg, ça m'a paru sonner. De toute façon, je ne vais pas poser la question plus de 2-3 minutes. Hop, c'était parti. Parce que j'écris les livres en 3 semaines, donc je n'ai pas tellement le temps de réfléchir non plus. Et ça fonctionne depuis longtemps. Bien, je crois que je vais mettre un terme, si vous êtes d'accord, à cette conférence. C'est elle qui décide. Héros, héroïne, le sujet, qu'est-ce que... Non, mais ça dépend du timing. Hein. Moi, je dis rien, c'est lui qui dirige. C'est terminé. C'est terminé, vous avez un Sauf un si programme. On négocie sur la signature. Voilà, mais peut-être que vous voudrez poursuivre l'entretien pendant la signature. Ah ben non, je ne peux pas poursuivre un entretien pendant une signature... Sauf s'il y a peut-être des gens qui ont des signatures urgentes, comme on dit, qui ont des urgences. S'il n'y a pas d'urgence, parce que comme demain, j'ai rien à faire, enfin dans le programme, hein, j'ai rien à faire, ce qui ne m'empêche pas, moi, de rester à l'hôtel, dormir et lire bon petit polar. Mais je ne sais pas, je pose la question abrupto, on refait la vie au moment où elle se présente. Il y a peut-être des gens qui ont fait ce soir carrément 1320 km pour venir signer un livre. Oui. Ça m'est jamais arrivé, hein, quand même, faut pas exagérer. Non, mais on me les envoie du Canada. Allez, vas-y, la poste et tout. Si personne n'a d'urgence, on peut s'amuser encore. Non, je dis j'amuse, je fournis des éléments de réflexion en même temps. Non ? Pas aucun ? Excellent, excellent. Non. Tout le monde sera d'accord. Demain, s'il y a une place quelque part, s'il n'y en a pas, on fera dehors. Hein. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, d'autant que je peux cloper. Mais ça, François le sait que je clope hein, aussi. Oui. Oui, il le sait. Et il n'a jamais dit, arrête-toi de cloper, tout ça, l'emmerdeur. Non, non. Parce que ça m'aurait énervé. Non, rien. Et je ne lui ai pas dit, mets-toi à cloper, tout ce qu'il te faut, c'est que tu le veuilles, tu fasses un acte de volonté. Non. Et c'est tranquille. Petits bonheurs qui peuvent créer le malheur, bien sûr, je sais, mais enfin, il faut bien crever de quelque chose. Bon, alors, donc, on peut se mettre, s'il n'y a pas de place, on peut se mettre dehors sur les marches, tout ça, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. En tant qu'archéologue, j'ai passé la moitié de ma vie à travailler quand même par terre, assise, avec la truelle.
Et on peut signer demain, si vous me laissez une petite pause au milieu, parce que moi, ça m'intimide les signatures, je ne sais jamais quoi mettre et tout. Bon là là. Cette balade à travers la forêt, bon, je suis nulle en dédicace, je vous préviens tout de suite. Parce que j'ai pas d'imagination en fait. Et donc, si c'est vrai, j'en avais pas enfant, j'en ai pas grande. Si, parce que je suis grande maintenant. Et ça, François le sait, j'ai grandi. Hein. Et il m'a jamais dit redeviens bébé comme avant. Moi, j'aimerais bien. Bon, d'une part, c'est un petit peu fin. Bon, ça, c'est une chose que je vous confie parce qu'on est entre nous en petit comité. D'autre part, parce que demain, j'ai rien à foutre, on pourra en profiter pour faire les signatures. Vous avez beaucoup de culture à digérer ce soir que je vous ai introduit dans l'esprit, mine de rien, en faisant semblant de rigoler. Bon, je me demande, ce serait pas ou alors, à ce moment-là, si on annule la signature, enfin, c'est vraiment un petit peu audacieux de bousculer le programme. Moi, je sais pas. Non, mais parce que moi, je suis sage, responsable et gentille, donc j'obéis. Mais sinon, peut-être on veut causer 5 minutes de plus sur le sujet casse-gueule. Il faut savoir que vous ne quittez pas, que vous êtes encore là demain, que vous ne quittez pas les lieux. Voilà. Alors là, on peut rien dire, c'est le chef. Non, mais si c'est des gens qui sont venus exprès, mais qui peuvent revenir exprès demain, j'essaye de sauver mon dîner, moi. C'est très dangereux, ce genre de programmation avec un auteur. Alors, à l'applaudimètre, on a... Vous êtes sympa. Non, c'est sympa parce que moi... j'ai un peu le trac avant de causer, comme vous expliquez beaucoup. On l'a surtout avant, hein, déjà dans l'avion, tout ça. Surtout que je n'ai pas eu le temps de préparer. Sauf ma phrase d'Aristote. C'est sympa parce que demain, toc, j'aurai dormi et tout, parce que ce matin, il fallait quand même je me lève à 9h pour attraper l'avion. Eh bien, pour un auteur de roman policier qui tue les gens la nuit, ben oui, mais pas le faire à 10h du matin, hein, ça inspire pas. Ben non. Eh ben, c'est dur de se lever à 9h pour venir à Pau. Voilà, vous avez eu du Pau. Bon, celle-là, on l'a faite une fois. Bravo. Merci beaucoup Fred Vargas. Et bon séjour parmi nous.